Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller regarder en détail toutes les lignes de mes portefeuilles pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je les ai et qu'est-ce que j'espère qu'elles vont me rendre. Je le rappelle, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous documenter mon parcours d'investisseur. Et donc, je le fais pas dans un but de conseil en investissement, mais plutôt de mon côté, plus pour documenter un peu cette aventure que je fais avec vous. Avec pour objectif, je le rappelle, d'atteindre la liberté financière à un certain moment. Une retraite anticipée, ce serait encore mieux. L'objectif, où est-ce que je me projette, ce serait forcément au bord de la mer, avec si possible peut-être un refuge pour animaux marins ou pour chiens abandonnés, enfin ce genre de choses. Vous avez peut-être cette idée un peu cliché, mais en tout cas c'est ce que moi je vise. Ça va passer par beaucoup de travail, beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'efforts, mais surtout de constance. Donc, ça va passer par la continuité de cette chaîne YouTube dans laquelle je vous fais partager avec moi cette aventure. On espère bien sûr qu'on va y arriver le plus rapidement possible. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour les portefeuilles. Donc, pour rappel, en 2025, l'objectif était d'atteindre les 20 000 euros en bourse. C'est chose faite. Je pense qu'on peut même atteindre les 25 000 euros. Donc, on va voir si c'est possible. Ça va dépendre de la situation du marché. Là, vous le voyez sur le graphique, on est sur les plus hauts historiques de ce portefeuille. Donc, il suffirait de petites annonces de tarifs ou de guerre qui pourraient déclencher tout de suite un renversement des marchés. Donc, on verra. C'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez à droite dans mon allocation, je garde un peu de cash au cas où il y a une opportunité d'achat ou comment on pourrait dire des soldes sur les marchés boursiers. À côté de ça, bien sûr, j'ai des investissements immobiliers, mais on va y revenir juste après. Tout d'abord, premier portefeuille, on va regarder sur DeGiro. Donc DeGiro, c'est mon portefeuille le plus ancien. C'est celui que j'ai ouvert il y a quasiment un peu moins de 2 ans quand même. On est à 2088 euros de plus-value cumulée. C'est pas représentatif de ce que vous voyez ici sur les deux lignes parce que j'ai fait beaucoup de ménage sur ce portefeuille pour correspondre au maximum à mes objectifs d'investissement. Vous le voyez sur mon historique, j'avais des positions au tout début dans des entreprises comme ST Microelectronics, comme Michelin, que j'ai revendu parce que c'était pas aligné avec mes objectifs long terme d'investissement. Alors c'est pour ça que je vous invite à faire l'expérience vous-même, à essayer de construire un peu l'objectif d'investissement que vous pouvez avoir si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, parce que quand on commence, on ne sait pas forcément vers où on va, mais l'important c'est de commencer et de ensuite se rediriger, je dirais, vers votre objectif final. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce portefeuille, je n'ai plus que 2 positions. Et ces 2 positions vont être là pour le très long terme. Vous le voyez, j'ai du S&P 500, donc l'indice qui suit les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, vous les connaissez sûrement. Ensuite, on a en dessous le S&P Top 20, 500 Top 20. Pourquoi? Parce que je fais un peu une expérience pour voir lequel correspond le mieux à mon profil. Si je vois que le top 20 correspond mieux à mes investissements, et ben je vendrai le S&P 500 pour prendre le top 20. En tout cas, pour l'instant, on peut remarquer qu'il y a une surperformance sur le S&P Top 20. Vous voyez, j'ai 8,79% de performance contre 6,40% pour le S&P 500. Alors la différence, c'est que dans le S&P 500, je suis beaucoup plus diversifié dans différentes entreprises. Par contre, je le paye en termes de performance. Mais s'il y a une crise, j'ai déjà fait dans la précédente vidéo où je vous montrais la comparaison entre les deux, qu'il y avait plus de baisse sur le top 20 que sur le S&P 500. Donc voilà, je fais l'expérience, on va faire ça peut-être sur une année et on va voir après lequel je garde. Des ETF du S&P 500, il en existe des centaines. Alors moi, je vais vous montrer celui que j'ai choisi. C'est celui-ci, vous avez le code ISIN juste là si ça vous intéresse de regarder plus en détail. On a des frais de gestion de 0,07, donc ce qui est très faible. Moi, dans ma stratégie d'investissement, bien sûr, je vais essayer de chercher les produits financiers qui ont le moins de frais. Là, on regarde sur la moyenne de tous mes investissements, je suis à 0,11%, donc ce qui est très bon, ce qui est très faible. Et donc, c'est ce que je recherche. Donc là, celui-là, il correspond à cet objectif-là. Ensuite, on a une méthode de distribution capitalisant, donc c'est-à-dire que sur les 500 entreprises, toutes celles qui versent des dividendes, je ne vais pas les recevoir directement dans mon courtier. Ils ne vont pas arriver ici dans ce panier de 2400, ils ne vont pas venir s'ajouter à cette valeur, ils vont plutôt être réinvestis directement dans le panier d'actions. Donc ça m'évite de devoir payer les taxes à chaque fois que je reçois un dividende, parce qu'en France on est imposé à 30% sur les distributions. Donc là au moins l'avantage c'est que j'ai pas de réception, donc pas d'imposition. Ensuite, on a une réplication physique, donc ça veut dire que je suis vraiment propriétaire des actions qui composent cet ETF. J'ai vraiment mon nom associé à chacune des parts de ces actions, chose qui n'est pas le cas pour les ETF synthétiques, notamment ceux qui répliquent le S&P 500 dans le PEA. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, c'est juste que vous n'êtes pas propriétaire des actions. Ça peut avoir des incidences plus ou moins grandes, mais c'est vraiment très, très rare. On parle vraiment de cas catastrophiques qui pourraient faire que ça ait un impact vraiment sur vos droits de propriété. Là, ensuite, on a la taille du fonds qui représente 107 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a 107 milliards d'euros d'investis dans cet ETF. Donc, ça
ça a quoi comme avantage? Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes. Donc si jamais vous voulez vendre, acheter, ça se fait en 1 seconde, 2 secondes, parce qu'il y a énormément de gens qui vendent et qui échangent ce produit financier. Il a été créé en 2010 et voilà, il y a 505 positions. Alors on va pas regarder dans le détail qui le compose, mais voilà, vous avez au moins le top 10 ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir, mais c'est les très connus. Ensuite, on peut voir son prix, donc il a 590 euros par part, donc c'est quand même élevé. Donc c'est pas ce qui peut correspondre à n'importe qui, donc il faut pouvoir se le permettre. Alors soit vous attendez 2-3 mois avant de commencer à acheter une part, soit vous en prenez un autre qui a plutôt 50 euros, 70 euros de coût par part. Voilà, moi j'ai pris celui-là. Si on regarde ensuite son historique de performance, alors depuis qu'il a été créé, on le disait en 2010, on a 663% de performance. Alors l'objectif bien sûr c'est de faire grandir le maximum de capital dans ce genre d'investissement. Alors attention, c'est pas les performances passées qui prédisent le futur, mais bon, on se base quand même là-dessus pour essayer d'avoir un peu des pronostics d'investissement. Là, on voit que sur les 5 dernières années, on était à 105% de performance. L'objectif, c'est de prendre une partie de mes investissements pour les mettre dans cet ETF pour essayer d'avoir des bons rendements. Là, si on divise les 105% par 5, on se retrouve avec 20% de performance par an en moyenne. Alors bien sûr, ça peut descendre. Là, vous le voyez que notamment en 2022, pendant la guerre en Ukraine et pendant la hausse des taux des crédits, et ben là, on voyait qu'on était un peu sur aucune performance quasiment. Donc il faut faire attention. Si pendant 1 an ça bouge pas, pendant 2 ans ça bouge pas, comment est-ce que vous allez réagir? Donc c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, on avance parce que là, l'heure tourne. On a le S&P 500 Top 20, donc c'est parti. Alors, on a 0,20% de frais de gestion, c'est ce que je considère comme faible. On a toujours une méthode de distribution par capitalisation, toujours dans cette optique de limiter au maximum l'impôt, parce qu'à chaque fois que vous allez recevoir un dividende, vous allez devoir payer l'impôt, et si vous voulez réinvestir derrière, eh ben, vous allez perdre 30% à chaque fois dans vos réinvestissements. Donc c'est un peu dommage, donc c'est pour ça que je reste sur cette stratégie de distribution capitalisante. Ensuite, on a toujours une application physique, donc je suis vraiment exposé propriétaire des 20 actions qui composent ce panier. On a un peu moins de fonds, on a 200 millions d'euros d'investis là-dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est sorti il y a presque 6 mois. Donc forcément, il y a beaucoup moins de temps pour les personnes d'investir. L'avantage, c'est qu'il est très faible. Il coûte que 4,87 € actuellement, en tout cas, par part. Donc ça permet de pouvoir investir régulièrement. On a ensuite, là, sur les performances des 6 derniers mois, donc il faut savoir qu'il y a 6 mois, c'était l'annonce de Trump des tarifs. Donc là, c'était grosse baisse sur les marchés. Et ensuite, moi, j'ai commencé à acheter il y a environ 3 mois. Et donc là, depuis 3 mois, on a 8,97% de performance. Et c'est ce qu'on peut retrouver un peu là sur ma ligne, 8,79% environ. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, je l'ai acheté au bon moment. Mais voilà, de toute façon, je vais continuer d'investir dans les deux en même temps pour qu'on puisse continuer de comparer les performances. On peut regarder rapidement la position à l'intérieur. Donc voilà, on a le top 10 qui représente 77%, qui sont Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, donc Google, Berkshire Hathaway, Tesla et Alphabet. Ensuite, on continue. Donc, on a à côté de ces investissements en ETF, on a mon PEA, donc mon plan d'épargne action. C'est là où j'investis dans des actions et dans des ETF européens. Là, on a 2 actions et un ETF. Donc, si on regarde en détail, donc on a l'ETF du HR Core Eurostock 50. Le voici, accessible au PEA. Voilà. On a 0,10% de frais de gestion, donc c'est très faible. On a méthode de distribution capitalisante. Alors les frais, je ne les ai pas vraiment expliqués, mais en fait les 0,10% de frais de gestion, c'est pourquoi? Typiquement, si l'entreprise qui est à la 50e position est moins bonne que celle qui est à la 51e, et ben BlackRock, donc iShare, va devoir faire une manipulation pour inverser vos parts et vous mettre plutôt sur la 51e qui devient la 50e maintenant. Voilà, c'est pour payer ces frais de gestion que BlackRock se rémunère et prend 0,10% des investissements. On a ensuite une réplication physique toujours, méthode de distribution capitalisante. Taille du fonds, on est à 5 milliards, donc ça existe depuis le 26 janvier 2010. On a donc les 50 plus grandes capitalisations boursières européennes. Le TF est aujourd'hui à 205 euros, donc ça peut évoluer. Et là, si on regarde sur l'historique de performance des 5 dernières années, on a 85%. Donc c'est un peu moins que le S&P 500 sur les 5 dernières années, mais on se diversifie là sur les marchés européens. Donc vous le voyez d'ailleurs sur mon exposition, on est à 53% exposé aux États-Unis, mais le reste sur d'autres entreprises dans d'autres pays. Voilà. L'objectif c'est de ne pas être 100% États-Unis, malgré qu'ils aient des très bonnes performances en ce moment. Donc voilà, pour ce qui est des positions, brièvement, dans le top 10, on a ASML, SAP, Siemens, Allianz, Schneider Electric, Total Energy, LVMH, Deutsche Telekom, Banco et Airbus. Voilà, c'est pas forcément des entreprises que je prendrais personnellement, mais voilà, ça me permet au moins de me diversifier dans différentes entreprises et de lisser un peu les performances et les risques.
Ensuite, là, c'est la partie plus risquée de mes investissements. On est dans les actions. Donc là, on voit que j'ai 37% de tous mes portefeuilles boursiers qui sont dans des actions. Alors là, c'est là où je me challenge. J'essaie de trouver des entreprises qui sont meilleures, qui font des meilleures performances que les indices qu'on voit juste ici. Alors c'est très compliqué, c'est challengeant. C'est là où je vais devoir essayer de comprendre comment fonctionne l'économie, comment fonctionnent les entreprises, comment est-ce qu'elles font des marges, etc. Donc c'est pas ce que je recommande à tout le monde. Et moi, je le fais parce que ça m'intéresse et parce que je recherche de la performance au-delà des indices. Alors attention, si je le rappelle un peu, ça fait écho avec la dernière vidéo, l'objectif c'est de augmenter votre capacité à épargner plutôt que d'essayer d'améliorer vos performances. Moi je le fais uniquement parce que ça m'intéresse. Donc là sur ASML, on a une entreprise qui pour moi était pas chère. Et donc notamment sur Gros Focus, on voit qu'elle est en dessous de ce que pour eux en tout cas est la vraie valeur de l'action. On a des très bons ratios financiers. Donc moi voilà, j'ai pris une grosse position, très forte position. On peut voir que je suis exposé à hauteur de 3 865 euros, ce qui est une grosse partie de mon portefeuille. Si on va regarder mon allocation par actif, on voit que c'est le troisième plus grand actif de mon portefeuille, qui représente 18% de mes investissements, donc c'est énorme. J'ai une grosse conviction sur l'entreprise, on ne va pas revenir aujourd'hui dans les fondamentaux, etc. Mais voilà, moi j'espère que cette entreprise pourra surperformer les différents indices qu'on a vus juste avant. Ensuite, on a l'entreprise LVMH. Alors là, c'est plus mitigé. D'habitude, c'est pas un secteur, le secteur du luxe, c'est pas un secteur qui m'intéresse vraiment. Mais là, c'est plus parce qu'on a vraiment une entreprise quand même française qui avait des très bonnes performances, qui a quand même énormément de revenus, même s'il y a des baisses en ce moment suite à la baisse des achats en Asie, pardon. On a un prix qui est relativement faible de l'entreprise. Maintenant, est-ce que ça va remonter dans les 2-3 prochaines années? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt à un horizon 10, 15, 20 ans. Alors, j'espère qu'elle va se réveiller, mais voilà, je prends des risques. Pour moi, c'est des risques quand même relativement modérés vu le prix auquel je l'ai acheté, mais on ne sait jamais. Donc voilà, c'est pour ces raisons que je l'ai prise. On va voir si j'ai raison ou pas dans le futur. On continue. Ensuite, on a autre part des actions étrangères. Donc là, on est sur Interactive Broker, donc c'est le courtier où je me challenge, c'est là où je prends des entreprises étrangères. Donc la Microsoft. Microsoft, bon, vous la connaissez tous. L'entreprise d'aujourd'hui coûte 520 dollars. On a juste à droite l'historique de ses performances boursières sur les 10 dernières années. Donc on a une très belle courbe de croissance. On a des bons ratios financiers. Vous voyez ici sur Guru Focus. Et à droite, en termes de valeur estimée, selon la plateforme, on a 475 dollars, qui ferait qu'elle serait potentiellement un peu, pas forcément un bon prix d'achat aujourd'hui. Personnellement, moi je l'avais acheté il y a plusieurs mois maintenant. On voit que mon prix moyen était à 359 euros, soit 420 dollars. Ensuite, on continue avec Alphabet. Donc Alphabet, pareil, j'ai un prix moyen d'achat à 173 dollars. Et là, aujourd'hui, si on va regarder son prix, on est plutôt autour des 200. Donc pareil, on a une bonne performance, une bonne plus-value. Il y avait une bonne opportunité d'achat il n'y a pas longtemps après les annonces de Trump. À voir si ça revient dans une zone intéressante d'acheter. Mais pour l'instant, l'entreprise continue sa course. Ça se passe plutôt bien. On a des très bons ratios financiers aussi. D'après Guru Focus, on aurait plutôt une valeur de l'entreprise à 183 dollars. Donc voilà. Ensuite, on a la dernière action, donc c'est celle qui fait le plus parler, qui me trotte le plus en tête. C'est l'entreprise Novo Nordisk que j'ai acheté aussi sur Interactive Broker parce qu'elle n'était pas disponible sur mon PEA, sinon je l'aurais acheté là-dessus. On est avec une contre-performance de 41%, soit 430 euros. Voilà à quoi ressemblent ces performances, juste ici. Donc on a des bons ratios financiers quand même, mais on a vraiment un mauvais moment pour elle. Momentum, on voit qu'on a 2 sur 10. On a une restructuration interne avec le CEO qui est parti il y a quelques mois. On a le concurrent Lilly aux États-Unis qui fait des bonnes performances aussi, qui fait concurrence aux États-Unis. On a aussi Trump qui veut faire une restructuration du marché médical aux États-Unis. Donc voilà, on est un peu dans l'incertitude. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas hyper bien pour Novo Nordisk. C'est un peu un pari que je prends. Je l'ai pris pour me diversifier sur le marché de la santé. Après, c'est un marché que je connais pas beaucoup, donc j'ai pris un risque aussi. On va voir si ça se renverse. En tout cas, pour l'instant, d'après Gros Focus, on est sur un prix qui est vraiment très loin de sa valeur intrinsèque. Alors on va voir si en effet ça va remonter. Est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans? On va voir, je vous documente tout ça sur cette chaîne de toute façon. On a fini pour les investissements boursiers. On va rapidement passer et terminer sur mes investissements immobiliers. Donc vous le savez pour ceux qui me suivent déjà et qui sont abonnés, je suis sur
Realty, donc c'est une plateforme qui permet d'investir dans des parts de propriétés immobilières. J'ai déjà fait le test de la vente pour voir si c'était facile de revendre. En moins de 10 jours, j'ai pu vendre mes parts et même en moins d'une journée si jamais je les mettais à un bon prix. Donc voilà, ça m'a rassuré déjà sur cette plateforme. Ensuite, vous le voyez, je me diversifie dans différents types de biens. On a des résidences, des multi-résidences, donc avec plusieurs familles à l'intérieur. On a des maisons qui sont individuelles. On a aussi des prêts de cash à des personnes qui ont investi dans des biens immobiliers. Si jamais ils ne remboursent pas, eh ben, je deviens propriétaire d'une partie du bien immobilier. On a aussi des projets immobiliers. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'investissements chez Realty. Mais c'est ce qui me permet d'avoir des rendements à 10,21% aujourd'hui avec des loyers qui sont payés tous les lundis. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on a 2,78 dollars qui sont payés chaque lundi. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui parce que vous voyez qu'il y a des résidences qui ne sont pas louées, notamment les projets immobiliers, puisqu'ils sont en cours de construction, ils ne sont pas loués. Mais voilà, si on va regarder aujourd'hui l'évolution de mes loyers, donc on voit ici, j'ai atteint environ 1,62, pardon. Voilà, ça continue de monter jusqu'à atteindre l'objectif des 2,78 dollars quand tout sera loué et construit. Et voilà, c'est ce qui me permet de me diversifier. Il y a aussi des loyers longue durée, des loyers courte durée, notamment ici en Colombie, avec cet appartement qui est en Airbnb. Donc voilà, à suivre. Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Je le rappelle, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous voulez discuter, c'est dans la description sur mon lien Telegram. Pour ceux qui veulent commencer à investir ou suivre leur portefeuille, pareil, c'est dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt.